RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le vendredi 15 novembre et au sommaire de cette édition, Olaf Scholz au téléphone avec Vladimir Poutine. Cela faisait 2 ans que le chancelier allemand et le président russe ne s'étaient pas parlé. La guerre en Ukraine était au centre de leur discussion. Notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux, nous attend pour nous en dire davantage. En France, après avoir passé 40 ans derrière les barreaux, la justice française ordonne la libération de Georges Ibrahim Abdallah, un militant en faveur de la Palestine. Explication de Marie Casadebé. Et puis enfin dans ce journal, nous nous approcherons des lobbyistes à la COP29, celles et ceux qui tentent d'influencer les décisions politiques sur le climat. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est un coup de fil d'importance cet après-midi. Renouer le dialogue. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président russe Vladimir Poutine se sont donc parlé au téléphone pour la première fois depuis près de 2 ans. Nous sommes à Berlin avec Nathalie Versieux. Cette conversation survient dans un contexte très difficile pour l'Ukraine qui s'apprête à vivre son 3e hiver sous le feu de la Russie. Nathalie, les termes, les mots du communiqué officiel allemand après cette conversation sont inhabituellement plutôt fermes. Oui, Olaf Scholz a condamné la guerre d'agression contre l'Ukraine qui sème la mort, la souffrance et la destruction selon ce communiqué. Le chancelier a notamment dénoncé les attaques aériennes russes contre les infrastructures civiles ainsi que l'envoi de soldats nord-coréens en Russie, une initiative, je cite, responsable d'une grave escalade et d'une extension du conflit. Enfin, l'occupant de la chancellerie a rappelé la détermination inébranlable de l'Allemagne à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Cette première conversation, après 2 ans, est interprétée côté allemand comme un signe de frémissement diplomatique après 1000 jours de conflit et à la veille du sommet du G20 qui débute dimanche à Rio. Olaf Scholz avait annoncé dimanche vouloir reprendre contact avec Vladimir Poutine, mais il s'était d'abord heurté au refus de Moscou, selon le porte-parole du Kremlin. Les 2 dirigeants ont convenu de rester en contact. Nathalie Versieux en direct de Berlin pour RFI. À noter que le Kremlin n'a pour le moment pas encore communiqué sur cet entretien téléphonique du jour entre Vladimir Poutine et Olaf Scholz. Enfin, ce coup de fil a été précédé d'une autre conversation, cette fois-ci entre le président ukrainien Zelensky et le chancelier allemand. Le coup de fil a duré 1 heure. Là aussi, pas d'informations sur cette conversation entre les 2 hommes. Une actualité mondiale marquée aussi par la guerre au Proche-Orient. 2 bombardements en 2 jours sur Damas, la capitale syrienne visée hier et aujourd'hui par l'armée israélienne. Ce vendredi, le quartier de Mazeh à Damas a été frappé. C'est le quartier qui abrite notamment les ambassades, les institutions ou encore le quartier général de l'ONU. En 2 jours, ces raids israéliens sur Damas ont causé la mort d'au moins 23 personnes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. RFI à Paris, la suite de ce journal alors qu'il est 17h04 ici dans la capitale française. C'est l'un des plus vieux prisonniers de France. Il a 71 ans. La justice française a fini par donner son accord à la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Ce monsieur est un militant libanais en faveur de la Palestine. Il avait été condamné en 1987 à la prison à perpétuité, ce qui signifie la plus longue peine possible, condamné pour sa complicité dans l'assassinat de 2 diplomates. L'un était américain, l'autre israélien. Marie Casadebé, bonjour. Bonjour. Les avocats de Georges Ibrahim Abdallah avaient déjà demandé 10 fois
que leurs clients soient libérés. Oui, et c'est donc la 11e fois que les avocats du militant demandent qu'il puisse sortir de prison. Et ce sera peut-être la bonne. Jusque-là, toutes ces demandes avaient été rejetées, notamment parce que Georges Ibrahim Abdallah n'a jamais exprimé de regret. Au fil des années, sa situation a provoqué l'émotion de plusieurs personnalités, comme la prix Nobel de littérature Annie Ernaux et des militants d'extrême gauche qui considèrent ce Libanais comme un prisonnier politique. En 2013, le tribunal avait accepté sa libération, mais à une condition, que les autorités françaises décident de l'expulser vers le Liban. Le ministre de l'Intérieur de l'époque avait refusé de signer le document. Georges Ibrahim Abdallah était donc resté en prison. Ce vendredi, le tribunal donne à nouveau son accord, à condition que le militant rejoigne de lui-même son pays. Pour son avocat, c'est une victoire, même si le parquet national antiterroriste a fait appel de la décision. La cour d'appel va donc devoir donner son avis, mais la défense de Georges Ibrahim Abdallah a confiance. Elle estime que refuser la libération de cet homme de 71 ans signifierait le condamner à mort. Marie Casadebé, merci à vous Marie dans ce journal en français facile. Dans l'actualité africaine, cette fois-ci, les clés du camp de l'ONU au Mali ont été remises aujourd'hui, vendredi 15 novembre, aux autorités maliennes. Les autorités maliennes de transition récupèrent donc aujourd'hui ce vaste camp de la MINUSMA à Bamako. 37 hectares de superficie situés sur la route de l'aéroport. La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, avait déjà arrêté d'opérer il y a près d'un an. L'actualité en Europe et ce mea culpa du président de la région de Valence. Nous sommes en Espagne. Carlos Mazón reconnaît des erreurs dans la gestion des inondations d'il y a 2 semaines. Il présente des excuses à la population pour les retards dans l'aide aux sinistrés. Cette tragédie a causé la mort d'au moins 224 personnes, selon un bilan toujours provisoire. À la COP29 qui se déroule en ce moment à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, comme souvent dans ce genre de réunion internationale, les lobbyistes sont présents. Des hommes et des femmes qui ont pour rôle de tenter d'influencer les décisions politiques. Cette année, en Azerbaïdjan, ils sont au moins 1773 lobbyistes à œuvrer plus ou moins discrètement à la conférence sur le changement climatique. Alors ce nombre, c'est le résultat du travail de 450 ONG réunies sous le nom « Virons les grands pollueurs ». À Bakou, pour RFI, le récit de Jeanne Richard. À l'entrée de la COP, un petit groupe de militants brandit des pancartes réclamant la fin des énergies fossiles. Dans leur viseur, les 1773 représentants des secteurs les plus polluants, pétrole, gaz et charbon, accrédités cette année, explique Scott Kirby, militant britannique. C'est tout simplement inacceptable que ces personnes aient accès aux négociations qui ont pour objectif de limiter le changement climatique, alors que la science est claire. Nous devons arrêter l'exploitation des énergies fossiles. Alors pourquoi est-ce qu'on leur autorise encore de venir ? Certes, les représentants des énergies fossiles sont moins nombreux que l'année dernière à Dubaï, mais c'est aussi parce que la COP est plus petite, estime le militant. Et en tout, il y a plus de lobbyistes que n'importe quelle délégation de chaque pays, hormis l'Azerbaïdjan, le Brésil et la Turquie. Le fait que les 3 dernières COP aient été organisées dans des pays producteurs de pétrole exacerbe le problème. Et on a vu aussi ces 2 dernières années que parmi les organisateurs, certains profitent des COP pour vendre des contrats pétroliers et gaziers. C'est totalement inapproprié. Les ONG demandent à l'ONU Climat d'empêcher désormais la venue des représentants des entreprises pétrogazières. Jeanne Richard, Bakou, RFI. L'actualité en France, Rachida Dati, Carlos Ghosn rattrapé par la justice. L'actuel ministre de la Culture et l'ancien patron du groupe Renault-Nissan devront s'expliquer devant un tribunal correctionnel. Ils sont accusés de corruption. Rachida Dati est soupçonné d'avoir perçu 900 000 euros de l'argent donné par une filiale de Renault sans contrepartie d'un travail. Les 2 mis en cause contestent ces accusations. Et puis un dernier mot de football.
Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec de nombreux matchs qui viennent de débuter. Ligue des Nations, football sud-américain. Bref, un café des sports à la saveur mondiale est à suivre tout de suite avec vous, Olivier Pron, sur Radio France Internationale. À la semaine prochaine pour un nouveau journal en français facile.